Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Avec Panache, dont Gabriel et moi inaugurons ce soir, enfin à l'instant où nous tournons donc le soir, officieusement la deuxième saison, même s'il y a plutôt un continuum et qu'on serait l'épisode 11, on peut aussi donc considérer cet épisode comme l'épisode 1 de la saison 2. C'est pour moi l'occasion de vous remercier de nous suivre si nombreux, de vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et de vous inciter à partager cette vidéo à vos amis, votre famille, vos collègues de bureau et pourquoi pas même des gens de droite, hein. Voilà, donc écoutez, venez nombreux, venez comme vous êtes et mettez des petits pouces. Voilà, beaucoup de plaisir pour moi de vous retrouver et de te retrouver toi, Gabriel. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Raphaël, ça va et toi? Bah écoute, ça va, un petit peu fraîchement, hein, mais bon, c'est ce début d'automne et cet hiver qui s'annonce, la perspective de cet hiver qui s'annonce, qui déjà fait frissonner beaucoup, parce que c'est de ça que nous allons donc parler aujourd'hui, donc de l'hiver qui s'annonce chaud, façon de parler, parce qu'en réalité, tout porte à croire qu'il sera très froid. Si l'on en croit les récentes recommandations faites par divers gouvernements de baisser le chauffage pendant l'hiver, de mettre des doudounes. Je vois que toi, comme moi, avons déjà mis une écharpe, ce qui est signe d'un léger rafraîchissement du climat après cet été où nous nous sommes pavanés en t-shirt un petit peu partout. Là, ça y est, fin septembre, on est reparti. Donc, cette émission sera consacrée à un petit peu parler donc de cette en préambule d'abord du contexte énergétique et puis plus largement de développer au contexte politique, économique bien sûr, et de tout ce qui peut se passer. Donc là-dessus, je te laisse, Gabriel, ouvrir un tout petit peu comment dire, les débats. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par parler du contexte énergétique, notamment comme porte d'entrée dans une émission qui s'annonce, comment dire, pleine de rebondissements. À l'image de cet hiver qui s'annonce, d'ailleurs. Merci Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Alors, on ne va pas vous dire ce que vous savez déjà, hein, parce qu'on n'est pas là pour perdre notre temps. Cependant, on peut seulement constater une chose, c'est véritablement la période des crises, au pluriel, et des crises intriquées. Et là, on en avait déjà parlé à l'occasion de notre émission sur la guerre en Ukraine, de mémoire. Et dans une autre aussi. Là, nous avons, dans toutes les crises entremêlées et intriquées qui s'augmentent un petit peu comme un ouragan, nous avons une crise énergétique qui, je pense, à laquelle je pense on ne s'attendait pas réellement. On pouvait l'envisager, on pouvait en discuter, mais ce qui est littéralement le système sanguin de notre économie industrielle et de notre mode de vie, en particulier la condition de possibilité concrète de l'émission qu'on est en train de faire. Là, pour le coup, je pense que tout le monde se prend dans la figure la réalité d'une crise énergétique et un conflit de plus en plus ouvert avec l'un des principaux fournisseurs d'énergie du monde, en la personne de la Russie. Voilà. C'est ça qui est assez frappant, c'est que je ne dissocie pas le conflit énergétique réel de notre surprise et de la manière dont on avait appris à vivre en fait avec l'idée d'une opposition avec la Russie. Parce que je pense que l'idée d'une opposition avec la Russie ne gênait pas grand monde, tant on s'était habitué avant 91 et après 91 à avoir des rapports ambigus, conflictuels, etc. avec la Russie. Sauf que là, on touche le robinet du doigt. Et malheureusement, le robinet est du mauvais côté, pour ceux qui vont en souffrir, des frontières. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est-à-dire que là, on est en train de vivre une crise des conditions de possibilité de notre mode de vie. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout le monde est infecté, tout le monde est affecté, oui, par cette crise. Et on voit les dirigeants politiques dire n'augmentez pas le chauffage, qui que vous soyez, au-delà de 19 degrés, si je me rappelle des conseils français. Et on retrouve à peu près partout les mêmes mots d'ordre. De sorte que dans toutes les crises que nous vivons, je pense que la crise énergétique cristallise véritablement
euh, notre prise de conscience brutale d'une certaine fragilité ou d'une fragilité de notre mode de vie. Et tu ne m'enlèveras pas de la bouche l'ironie absolue du sort actuel. C'est que l'été a été un été de prise de conscience écologique brutale. Et là, nous sommes tous en train de trembler à l'idée de la perte des hydrocarbures faciles et pas chers. Donc, à l'occasion de cet hiver des crises, pour citer le bon vieux Staline, je me demande si le général Hiver n'est pas en train de nous donner une leçon ou de nous faire vivre une épreuve ou pour êtes-vous prêts pour les crises futures qui seront encore plus fortes, à en croire tous les spécialistes. Oui, bah écoute, le général Hiver a bon dos, hein, parce que, bon, tu as cité Staline, je vais citer quelqu'un qui laissera une empreinte bien moins importante dans les livres d'histoire, mais à qui on doit une phrase qui a souvent été prononcée au cours des années 2010. Je vais citer George Martin avec sa célèbre maxime selon laquelle l'hiver vient, devise de la maison Stark dans la série du Trône de Fer. Et effectivement, chaque année, invariablement, l'hiver vient. Forcément, suite à la prise de conscience écologique du fait des températures incroyables mesurées à peu près cet été partout en Europe, notamment une petite pensée pour le Morbihan qui n'avait jamais été à pareille fête, si j'ose m'exprimer ainsi, et des nombreux feux de forêt et des sécheresses historiques qui déjà, et ça fait partie de l'aspect énergétique, ont sérieusement amenuisé le rendement de l'hydraulique avec un remplissage des barrages moindres. Bon, après l'été vient l'hiver et tu disais que c'était la première fois qu'il y avait une telle prise de conscience. Je renverrai ça à l'hiver dernier où il y avait déjà eu un embryon de prise de conscience avant même toutes ces tensions russes comment dire, enfin russo-ukrainiennes et leurs répercussions, où l'hiver dernier, si ma mémoire est bonne, on avait un certain nombre de réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt, 4 je crois, et où pour la première fois depuis des années et des années et des années et des années, peut-être même la première fois de notre histoire, ça il faudrait le vérifier, nous avions dû importer comment dire, de l'électricité pendant l'hiver. Donc il y avait déjà eu, mais on en avait parlé beaucoup moins parce que là, avec la guerre russo-ukrainienne, avec la place prépondérante de la Russie en tant que pays exportateur de gaz qui, bon, comment dire, tient une bonne partie de l'Europe, comment dire, sous sa coupe jusqu'à un passé assez récent, là, forcément, ça arrive sur le devant de la scène, ce sujet. Mais c'est un très, très vieux sujet, finalement. Comment dire, c'est le sujet de l'indépendance énergétique qui nous renvoie tout droit dans les 30 Glorieuses avec le développement du nucléaire en France et qui nous renvoie dans un passé un petit peu plus récent à comment dire, la défiance vis-à-vis du nucléaire en France. Alors tout n'est pas uniquement une affaire de nucléaire, évidemment, et je pense que c'est un prisme un tout petit peu réducteur que d'envisager ça seulement par le prisme du rapport des masses au nucléaire et vis-à-vis du discours public oscillant et parfois contradictoire qu'on a pu écouter de la part de nos dirigeants depuis longtemps maintenant sur le nucléaire. Mais néanmoins, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, quand on parle d'un hiver difficile énergétiquement, comment dire, d'une vraie étude vis-à-vis de ce qui a été fait vis-à-vis du nucléaire. Donc bon, alors c'est difficile de faire autre chose qu'un inventaire à l'après-vert, mais entre l'arrêt de Fessenheim, entre l'abandon du projet Superphénix, entre comment dire, les multiples réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt pour des causes très très diverses. Ça peut être des opérations de maintenance prévues de longue date, ça peut être comment dire, des problèmes techniques plus précis qui occasionnent un arrêt momentané. Mais je crois avoir lu cette semaine qu'on avait plus d'une dizaine de réacteurs à l'arrêt en ce moment, dont certains sont précisément à l'arrêt en vue de pouvoir redémarrer au cœur de l'hiver et économiser de l'énergie d'ici là. Donc, bon, il y a une vraie question du nucléaire qui était, comment dire, une garantie de notre indépendance énergétique. Il y a une question du rendement des autres sources d'énergie en France et une question de, comment dire,
De la consommation, tu citais, la recommandation de ne pas mettre le chauffage, au-dessus de 19 degrés, qui est une recommandation, assez, comment dire? Précise, mais qui néanmoins a été faite. Mais là, on est sous le feu, on a tellement d'annonces qu'on a, beaucoup de mal à démêler le vrai du faux et circule, depuis, je crois 2 ou 3 jours sur internet, un propos de Bruno Le Maire disant qu'on pouvait aussi économiser de l'énergie en agissant sur le temps de cuisson et des aliments. Et le fait est que je n'ai toujours pas réussi à savoir si c'était un réel propos de Bruno Le Maire ou un propos parodique. Parce que la parole publique s'est habituée, enfin depuis qu'on a eu un président de la République qui en direct à la télévision nous disait qu'il fallait ouvrir les fenêtres, on ne sait plus démêler le vrai du faux. À ce niveau-là, la seule chose qui est certaine, c'est que il me semble que certaines absurdités en matière de consommation, je pense notamment, c'est l'exemple le plus parlant, n'importe qui habitant ou allant régulièrement à Paris, et je pense que c'est pareil dans beaucoup de grandes villes, ne peut que le constater, les décorations de Noël installées dès la fin octobre. Qui consomment beaucoup d'électricité. C'est l'exemple symbolique par excellence, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à redire, n'étant pas un ingénieur du nucléaire ni un spécialiste de ces questions-là, mais c'est ce que, comment dire, c'est ce que je trouve le plus frappant, moi, en tout cas. Écoute, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il faut, puisque tu as beaucoup centré quand même, volontairement ou non, sur la France, tes références ou tes arguments. Il y a la question du nucléaire, mais si tu regardes une carte des pays du monde qui ont développé du nucléaire civil, ce n'est pas la majeure partie des pays du monde, évidemment, parce qu'il faut un niveau de développement, de sécurité, etc. La précarité énergétique, et je pense que véritablement, on avait dit, tu sais, après le premier choc pétrolier, que c'était la fin du pétrole bon marché, donc la fin de l'optimisme des Trente Glorieuses, parce qu'en gros, dans cette période-là, plutôt que, alors que nous avons fait une émission là-dessus, mais soyons honnêtes, plutôt que le départ de De Gaulle, etc., le vrai moment où il y a eu une sorte de bascule dans l'esprit collectif en Europe de l'Ouest en général, ça a été, et aux États-Unis, ça a été le premier choc pétrolier, c'est-à-dire l'augmentation brutale du prix du pétrole. Mais ça n'a jamais empêché la sécurité de l'approvisionnement. Voilà. Ça coûtait cher, voilà, même le nucléaire coûte, il faut être honnête, mais on a toujours eu une sécurité de l'approvisionnement. Là, nous avons redécouvert notre dépendance, et ça rejoint un petit peu l'émission, la précédente émission, quand je te disais qu'il nous fallait une géopolitique de notre démographie, donc de nos manques démographiques. On redécouvre nos dépendances physiques. Et ce qui est frappant, c'est à quel point nous sommes frappés alors qu'on ne cesse de parler de la crise climatique, qui est quand même une question de dépendance physique, de dépendance à la nature. Bon, voilà, pour résumer les choses. Donc, pas besoin d'être un ingénieur en nucléaire, et pas sûr qu'un ingénieur en nucléaire, d'ailleurs, le penserait d'une manière telle. C'est juste que la crise énergétique ramène tout le monde à l'idée d'un rationnement qui est peut-être encore pire d'une certaine manière que le rationnement du confinement du Covid, qui était très douloureux à vivre, mais qui avait l'excuse du virus et de son côté éphémère d'une manière ou d'une autre. Là, c'est structurel. Donc, ça nous a rappelé la place structurelle de l'énergie dans nos vies et nos modes de vie. Et d'autre part, à quel point nous étions collectivement, bien au-delà de la France, extrêmement peu préparés à une telle prise de conscience. Je te signale que des choses qu'ont redécouvert les gens, je pense, c'est que une grande partie de l'électricité utilisée pour faire tourner les usines venait du gaz. Hmm. Parce que les gens n'imaginaient pas forcément qu'on apportait du gaz pour les faire transformer en électricité pour faire tourner les usines. D'ailleurs, ce qu'on ne voit pas quand on n'est pas dedans, c'est que le principal impact de cette crise énergétique, avant que ce soit les foyers, donc le chauffage, etc., qui serait le premier protégé, ça va être les industries. Et là, on pourrait avoir, souviens-toi, après le Covid et une reprise économique brutale où on se retrouvait en manque de tout, on pourrait avoir un manque d'énergie et sans énergie, pas de production. Voilà. Donc, c'est juste là où je voulais rappeler le contexte mondial et le fait que nous sommes dans des crises mondiales. Au moins, on peut le dire, ce n'est pas un effet de la mondialisation, c'est un effet du fait qu'on a touché
peut-être un peu trop salement à des équilibres naturels. Or, la nature, c'est notre monde, en tout cas notre monde terrestre habitable. Et nous sommes dans des crises mondiales, et au-delà même de l'affaire russo-ukrainienne, enfin de l'agression russe par l'Ukraine, pour être précis, on est quand même dans des grandes difficultés encore, je trouve, à nous projeter, un, dans la dimension mondiale de ces crises, et deux, dans ce qu'elles nous révèlent de nos dépendances physiques. C'est-à-dire que, tu parlais du nucléaire, peut-être que le renouveau industriel viendrait quand même d'un changement de regard sur l'industrie de la plupart des sociétés contemporaines. On en parlait la dernière fois, l'industrie est moins cotée socialement que les services à forte plus-value symbolique. Or, l'énergie nous ramène quand même à cette dure et triste réalité. Et c'est vrai que l'usine n'est pas forcément l'imaginaire le plus esthétique ou le plus sympathique qui soit, mais notre mode de vie dépend de ça, et donc de l'énergie qui y rentre. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'un pipeline de gaz à travers le Kazakhstan ne fasse rêver personne. Cependant, nous dépendons de ça. Et avant même de parler de la Russie, des sanctions, etc., je nous trouve collectivement, hein, soit contradictoires, soit presque schizophrènes. Quand tu vois que l'Union européenne, 450 millions d'habitants, peut-être le deuxième ou le troisième maintenant après la Chine, parc de voitures privées au monde, on fixe des calendriers extrêmement serrés, 2030, fin du moteur thermique, et en même temps, on voit nos vulnérabilités psychologiques et matérielles vis-à-vis de l'énergie. Je ne dis pas qu'il faut continuer à consommer de l'énergie fossile comme des fous. Je dis simplement que j'ai l'impression que notre conscience écologique est déconnectée de notre conscience des réalités physiques. C'est exactement cet été, cet hiver. Voilà. Oui, bah, alors ça, je ne peux que te suivre. Et bon, c'est un paradoxe qui a été beaucoup relevé. C'est qu'au même moment où on nous demande de passer au tout électrique, notamment en ce qui concerne l'automobile, et ben, c'est le moment où on nous dit qu'il faut faire attention à l'électricité et ne pas trop en utiliser. Donc, bon, il y a une déconnexion totale et on tombe sous de multiples injonctions contradictoires. J'ai cité celle-là, mais il y en a d'autres. Se pose la question, et ça, tu as tout à fait raison de le rappeler, et ce sera pour nos spectateurs, je pense, qui ne l'ont pas encore fait, quelque chose de très bien à faire. Ça renvoie à la question du mode de vie qu'on avait longuement abordé dans notre précédente émission consacrée à la démographie. Et là, oui, c'est ce mode de vie, donc ce mode de vie fortement énergivore, qui est petit à petit remis en question. Après, comment dire, ce n'est pas quelque chose de si neuf en réalité, et ça s'inscrit dans une tendance de plus en plus marquée, qui s'observe, comment dire, par plusieurs phénomènes, parce que finalement, la crise Covid, c'était déjà d'une autre manière, mais déjà une crise du mode de vie, c'est-à-dire là pour le coup, c'était la mondialisation et le fait que désormais un virus qui naît en Chine se retrouve à mettre la planète entière sous cloche en moins de 3 mois. Donc là, c'est cette politique des échanges, et donc avec les problèmes d'approvisionnement, et ce que nous avions décrit dans les conversations que nous avions alors comme une occasion manquée de la part des autorités d'un certain nombre de pays occidentaux, au premier rang desquels la France, de faire en sorte que plus rien ne soit jamais comme avant, selon l'expression consacrée et ressassée à l'envi par le président Macron. Encore auparavant, on peut considérer que d'une façon ou d'une autre, l'épisode dit des Gilets jaunes était déjà comment dire, une interrogation profonde sur notre mode de vie, et en France particulièrement, parce qu'en France, comment dire, il y avait eu une assez longue séquence liée à l'automobile, parce que cette histoire de taxe carbone sur le carburant qui avait généré les Gilets jaunes suivait de quelques mois seulement la décision de la limitation de la vitesse sur je crois que c'était les routes départementales qui devaient passer de 90 à 80 km/h, où là encore, c'est une façon
comment dire, d'interroger les modes de vie. Alors, sur l'épisode des Gilets jaunes, c'était quasi exclusivement les modes de vie des classes populaires qui étaient envisagés et l'injustice avait été, enfin, et il y avait eu un fort sentiment d'injustice de la part d'une partie au moins des Gilets jaunes, si ce n'est la quasi-totalité, de voir que c'était toujours aux mêmes qu'on demandait de faire des efforts et de changer leur mode de vie, là où, selon ce qu'on entendait à l'époque dans les cortèges et sur les ronds-points, d'autres, et toujours les mêmes là encore, continuaient à s'en mettre plein les poches, à se gaver, comme on dit, sans avoir rien à remettre en cause. Je pense qu'on peut s'attendre à cette même disproportion de l'impact des mesures, et je dirais même pour prendre un terme, comment dire, emprunté et remanié, emprunté à Marx et remanié avec la terminologie moderne, un terme classiste. C'est-à-dire que je pense à peu près évident que la partie des plus riches n'aura pas à souffrir de restrictions d'énergie cet hiver, pardon. Nous allons d'ailleurs, dans à peine plus d'un mois et demi, assister à une Coupe du Monde climatisée au Qatar. Où là, bon, bah, je pense que oui, ça va être une débauche énergétique assez dingue, qui va être retransmise en direct sur tous les écrans de télévision au même moment, et que bon, bah, ça va être vraisemblablement encore des écrans géants, des grands rassemblements. Bon, je n'ai absolument rien contre le football, bien au contraire, et je pense même que je ferai partie des gens qui regarderont, surtout si la France va loin, mais quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas la France, je regarderai la finale. C'est pour dire à quel point on est dans quelque chose d'un tout petit peu schizophrène. On se prépare à se serrer la ceinture en observant toujours d'autres ne pas se la serrer, et selon l'humeur du moment, à les regarder sans arrêt-pensée, ou au contraire à maugréer contre eux. Euh, pour moi, il y a quelque chose de totalement schizophrène à ce niveau-là. On pourrait d'ailleurs, pour terminer, Oui, rebondir sur le fait qu'on a beaucoup parlé, enfin on a beaucoup depuis le début de cette émission évoqué à mots couverts le poids de la Russie dans ses affaires énergétiques. Bon, la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, dans un très très grand pays exportateur de gaz, le Qatar, qui est, je crois, le troisième pays exportateur de gaz au monde. Et il y a des appels au boycott actuellement, et ces appels au boycott ne sont pas nés de n'importe où, vu qu'ils sont d'abord nés en Norvège, qui est le quatrième pays exportateur de gaz. D'ailleurs, la France exporte bien davantage de gaz, enfin importe beaucoup plus de gaz norvégien que de gaz russe. oui. Le gaz russe, c'est surtout une affaire pour les pays d'Europe de l'Est et l'Allemagne. Et D'Europe, l'Italie de aussi. Mitteleuropa et d'Europe de l'Est. Alors, plusieurs choses. Sur ce lien entre crise énergétique et les inégalités, je suis d'accord, mais je ne veux pas jouer le rabat-joie. C'est tellement évident, pour une raison toute simple, c'est que les inégalités précédaient la crise énergétique. Donc la crise énergétique prend forme sur le modèle qui la précédait, donc les inégalités, d'une part. Et d'autre part, depuis la révolution industrielle, qui est donc une maîtrise et un usage particulier de l'énergie, notamment fossile, il y a eu une redistribution des inégalités sous l'ère capitaliste et industrielle. Bon. Donc tu vois, les deux sont liés historiquement, et les inégalités précédaient la crise conjoncturelle, Bien enfin, sûr. qu'on vit. Bien Peut-être sûr, mais que, ça histoire, permet juste pour, d'imaginer juste pour terminer, qu'il y aura un débouché social. bon, la Coupe du Monde climatisée au Qatar, etc. Je suis bien d'accord, mais tu ne m'enlèveras pas un certain scepticisme, non pas sur le fait que ça pose problème ou non, c'est sûrement regrettable. Cependant, c'est l'écume. Oui, C'est ah, tout à tout fait à fait, l'écume. tout à fait. Parce que, C'est ce qu'il y a de visible, c'est ce qu'il y a de symptomatique. oui, Mais c'est tu vois aussi ce que je veux dire. ce qui sera vu le plus et ce qui sera le plus abondamment Oui, commenté oui, sur le oui, moment. mais bon, on n'est pas obligé de foncer sur la première lumière venue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette crise, elle est conjoncturelle, du fait d'une affaire russo-ukrainienne, et peut-être qu'on pourrait terminer ce chapitre énergétique là-dessus, ou si finalement elle est structurelle. Il me semble que, sans faire de pirouette rhétorique, c'est une crise conjoncturelle qui nous révèle une crise structurelle. Pendant les années 90, on parlait beaucoup du peak oil, c'est-à-dire le pic de fin de consommation de pétrole. Et tu remarqueras que un petit peu que
les nouveaux méchants des GAFAM ont remplacé Coca-Cola et McDo qui continuent d'exister dans leur coin. Le réchauffement climatique a effacé le thème du peak oil. Pourtant, nous continuons de consommer. Nous consommons de plus en plus depuis que l'Asie du Sud-Est, enfin l'Asie et notamment la Chine, s'est mise à consommer. Bon. Alors, je ne qualifierai pas comme toi et comme ton sinistre maître à penser le Covid de virus chinois. Nous voyons dans quel est ton médecin de l'âme. Non, au-delà de la blague. Voilà, je pense que on est, et ça fait le lien avec la précédente émission, je ne pense pas que l'augmentation de la population soit indépassable comme problème. Donc, je ne suis pas d'accord avec Malthus. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'hypothèse malthusienne. En revanche, une augmentation de la population sur un mode énergétique de rattrapage hystérique comme la Chine, ça, ce n'est pas soutenable. Et c'est doublement intéressant parce que, un, on a la conjoncture de la crise énergétique actuelle et d'ailleurs de la Chine qui récupère tout ce que la Russie allait livrer à l'Europe et qui va le récupérer plus cher. Donc la Russie va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et d'autre part, le fait qu'on voit très très bien à quel point ça illustre une nouvelle fois une crise structurelle qui est, on l'appelle la crise écologique, ça je suis d'accord, mais en fait le rappel de notre dépendance à la réalité physique qu'on avait voulu nier. Voilà. Je sais que le problème est les émissions de CO2, la pollution, etc. Mais je pense que le problème profond, c'est notre incapacité à réagir parce qu'on a du mal à se rappeler nos dépendances physiques, tout simplement. Oui, bah là-dessus, j'aurais pas grand-chose à ajouter sur ce chapitre. Comment dire, c'est c'est cette vieille croyance qu'on est immortel et qu'on est sans attache terrestre. Tout simplement, c'est cette volonté de s'abstraire de son environnement et de se penser comme totalement coupé des réalités dites naturelles. Voilà, Est-on Yel ou est-on lié? ah, Voilà. je sais pas, mais oui, on est ni homme, ni ange, ni bête, et qui veut faire l'ange souvent fait la bête, quoi. Voilà, à force de se voir On comme patauge dans le miel, en tout oui, cas. voilà, à force de se voir quasiment comme des êtres totalement coupés de leur milieu d'origine, qu'est bah, la Terre et ses ressources et son environnement. Voilà, comment dire, on l'a bien vu dans le monde du travail depuis quelque temps avec comment dire, cette frénésie de la dématérialisation, voilà, qui a parfois été faite d'ailleurs sous prétexte d'économie de papier, donc non pas présentées comme étant des économies budgétaires de papier, mais présentées comme des économies parce que le papier, c'est des arbres, etc., pour finalement basculer sur le tout numérique. Et bon, c'est très énergivore aussi. Bon, je pense qu'on peut passer à notre deuxième chapitre sur la question des conséquences politiques de cette crise énergétique d'un point de vue global, pour rassurer nos téléspectateurs, parce que on ne va pas faire une liste pays par pays. Alors, Albanie, à toi. Bien, tu viens de révéler ce que je n'osais révéler. Raphaël a Wikipédia toujours ouvert pendant l'émission. Fut un temps, on aurait considéré ça comme le fait d'être un tricheur à certains jeux en ligne, mais c'est pas grave. Bah, tout le monde Euh, sait que l'Albanie est le premier pays du monde par ordre alphabétique et que le dernier est le Zimbabwe. Hein, et on reconnaît la mauvaise foi des tricheurs. Non, plus même pas. sérieusement, les conséquences politiques, écoute, moi j'en vois trois. La première conséquence politique, c'est que on est dans une contradiction, paradoxe si on veut, mais je pense que c'est une contradiction entre d'un côté l'investissement dans l'énergie, notamment la réindustrialisation, et de l'autre côté la transition climatique. Voilà. Alors on te dira, on va faire une réindustrialisation verte. Why not? Pour l'instant, techniquement, ça me semble compliqué. Techniquement, à Techniquement faire. et en termes de nombre Voilà. d'emplois aussi. En termes de nombre d'emplois, alors c'est vrai que l'économie verte produirait des emplois non délocalisables, ça Bien sûr. c'est son côté le plus séduisant sur le plan économique et social, mais plus le fait que ça permettrait de vivre plutôt bien. Donc, je pense que personne n'est contre une économie verte dans l'absolu, mais sauf à être un petit peu masochiste, dans le sens où, enfin, si toutes les promesses sont réalisées, évidemment.
Simplement, on a encore besoin de gaz pendant quelques temps. Ouais. Moi, il me semblait que le gaz était par défaut une énergie de transition et non pas une énergie d'abolition pour se passer du pétrole et du charbon, parce que beaucoup de gens oubliaient qu'on consommait encore du charbon, y compris en France, Mmh. beaucoup en Allemagne Oui. pour les industries. Donc voilà. Je ne parle même pas de la Pologne et compagnie. Voilà, donc il y a une contradiction entre la transition énergétique et le retour alors au réel. Ça voudrait dire que la crise climatique est une fiction, mais le retour à l'urgence. Voilà. Là, il y a une vraie, tu parlais d'injonction contradictoire. Là, c'est pas simple à gérer, ça demande énormément d'argent et les deux demandent beaucoup d'argent. Voilà, donc je pense que ça va être très difficile à faire. La deuxième chose, c'est la dimension géopolitique qui est liée à la première. Sachant qu'on a une telle transition à faire, peut-on, et ça ne fait pas forcément plaisir, se passer des États qui ont des ressources énergétiques. Voilà. Qu'on aime ou non la Russie, qu'on aime ou non le Qatar, qu'on aime ou non l'Arabie Saoudite, qu'on aime ou non le Venezuela. C'est marrant à quel point tout ce qui contient de l'énergie dans son sol, sans le souffle, c'est ce qu'on appelle le malheur de l'or noir, tu sais, Ah ben là, un mort complètement, de hein. Non, démocratie. mais j'ai l'impression que tu énumérais un par un tous les méchants dans les comics. Voilà. Qu'on aime ou non la Corée du Nord, non, je rigole. Ouais, voilà. Voilà. Ils ont des énergies dont nous avons notamment le gaz. C'est marrant que ça parte sur le gaz, cette histoire. Alors, c'est la Russie, mais la Russie exporte beaucoup de pétrole aussi. Ouais. Le gaz était censé être l'énergie fossile de transition. Mmh. Bon. Parce que couvrir la Terre de réacteurs nucléaires n'est pas nécessairement la plus riche idée qui soit, vu les dangers que pose le nucléaire aussi. Voilà. Donc, le développement du nucléaire dans les pays sûrs, oui. Le développement du nucléaire dans les pays qui ne sont pas tout à fait sûrs, même à côté de failles sismiques, ça se discute. Enfin, je veux dire, Ah oui, complètement. il y a des pays comme la Turquie, par exemple, qui veulent le nucléaire. L'État turc est fort, mais la Turquie est une zone sismique quand Voilà, même la très. géographie turque ne permet pas forcément. Voilà. Enfin, voilà. Même Et si puis, on veut ouvrir on a fini par une. comprendre, après un célèbre accident survenu il y a un peu plus de 11 ans, qu'il y avait des endroits où il valait mieux pas construire de centrales nucléaires. La Chine, par exemple. Non, pardon. Non. Et déjà, il y a ça. Donc, les deux. Enfin, moi, je me pose vraiment la question du gaz, pas parce que je suis russophile, simplement parce que je pensais que c'était une énergie de transition. Alors, peut-être me suis-je trompé, mais je croyais même l'avoir lu sous des plumes averties. Et là, donc, la conséquence géopolitique, c'est quoi qu'il arrive, sauf s'ils nous font la guerre, et même, on peut leur faire la guerre et leur acheter du gaz en même temps. Hein, je veux dire, ça s'est vu, ce genre de choses. Ne doit-on pas accepter un principe de réel politique vis-à-vis de ceux qui ont des énergies de transition? Et la troisième chose, c'est quelle forme on donne à cette transition, je ne sais même plus comment on l'appelle officiellement maintenant, écologique, énergétique, enfin, à cette transition. Énergétique, moi j'ai toujours entendu utiliser énergétique. Bon, voilà, cette transition enfin, qui est nécessaire, la fera-t-on parce que bon, il y a beaucoup de dépenses d'énergie, il y a beaucoup d'émissions de CO2. Est-ce que c'est le moteur thermique individuel qui doit être la priorité des priorités? J'ai des doutes et comme je le disais, effectivement, on risque d'avoir des gilets jaunes puissance infinie avec ce genre de décision un petit peu qui manque de bon sens. Voilà. Juste pour terminer là-dessus, je te redonne le crachoir avec plaisir. Il me semble que le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée du monde au moment où elle devrait l'être. Ah bah là-dessus, oui, moi enfin, tu prêches un convaincu quand il s'agit sur ton deuxième point de défendre une certaine réelle politique. Oui, je pense qu'en toutes circonstances, il faut essayer de parler avec tout le monde, hein. C'est dans ce cadre qu'avait été créée la SDN, c'est dans ce cadre qu'a ensuite été créée l'ONU, et c'est dans le cadre qu'ont été créées beaucoup d'organisations. Donc, revoir, comment dire, revoir certaines hostilités de principe vis-à-vis de pays desquels nous sommes très dépendants me semble
comment dire, me semble bienvenue, même si évidemment il y a toujours eu en coulisses et loin de la presse des rapports, même avec certains pays qui étaient condamnés dans les journaux. Mais oui, il y a un principe de réel politique. Après, pour être très, très honnête, je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit la voie dans laquelle nous nous engagions. On a quand même une diplomatie européenne, et là je parle non pas des pays européens, mais plutôt de la diplomatie de l'Union européenne, qui est quand même assez comment dire, engagée, et c'est un euphémisme sur la question du conflit russo-ukrainien. Après, oui, il faut malgré tout essayer de sortir de cela. Pour ce qui est de ton troisième point, donc le comment faire une transition énergétique sans faire trop de casse, là, on est dans une, comment dire? Si on savait le faire, je pense que ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. Hem, Excuse-moi de te couper, c'est pas exactement ce que je disais, c'est quelle forme on lui donne. Parce que comment faire, on sait à peu près comment faire. alors Simplement, il y a des priorités. je suis même pas sûr qu'on sache comment faire, sans faire trop de casse, à court et moyen terme. Heu, Les jets privés et le moteur thermique individuel, ce n'est pas 75% des émissions de CO2 au monde. Donc, on peut exactement. quand même s'interroger, tu vois ce que je veux dire, sur la hiérarchie des priorités, ce qui est d'ailleurs l'essence même du politique de notre époque, hein. Je veux dire, s'il y a bien un truc qui devrait définir le politique dans son essence, encore une autre émission que nous avions faite d'ailleurs, c'est la hiérarchie des priorités, puisque les moyens techniques sont relativement clairs, enfin nos possibilités techniques sont relativement claires. Oui, nos possibilités techniques sont relativement claires. Après, c'est les moyens politiques, c'est comme tu dis, une hiérarchie claire des priorités. Bon, tu m'entendras pas dire que, les jets privés, représentent une partie, considérable des émissions de gaz à effet de serre et tu me verras pas moi leur imputer la responsabilité du dérèglement, environnemental, ça clairement pas. Bon, il n'en reste pas moins que, je dirais que entre 95 et 99 des trajets effectués en jet privé sont parfaitement, comment dire, superflus et dispensables, et participent davantage, à ce qu'on pourrait appeler un agrément, de certains, ultra riches. Après, oui, c'est une cible facile et ça permet de se cacher derrière son petit doigt quand on ne parle que de ça. Ça, c'est évident. Mais bon, c'est quand même une question globale qui ne saurait se limiter à juste vouloir interdire le moteur thermique, comme tu le disais, à l'horizon du milieu des années 2030, ce qui est, bon, si on considère un tout petit peu l'impasse dans laquelle on est, désormais, je pense, une chimère. Je ne vois pas, mais même, comment dire, là, on est vraiment du strict point de vue des réalités concrètes et évidentes. Je ne vois pas comment est-ce que c'est possible, tout simplement, d'être à l'horizon 2030 ou dans l'Union européenne, et j'imagine dans un certain nombre d'autres pays du monde, de ce qu'on appelait quand on était encore jeune les pays du Nord. Voilà, donc ça inclut États-Unis, Canada, principalement Australie, Japon. Je ne vois absolument pas comment on pourrait arriver à une société sans moteur thermique. Euh, alors même que, et ça j'en parlais en début d'émission, on a ces injonctions contradictoires où on nous demande de faire des économies d'électricité en plus. Donc là, quels sont les leviers politiques pour faire baisser cette consommation frénétique d'énergie qui est la nôtre dans les pays dits développés? Bah, moi, très honnêtement, je n'ai pas foncièrement la réponse parce qu'en en fait, on s'est mis dans une situation telle que, quoi qu'on fasse, ça aura des répercussions graves, économiques ou sociales. Et tu parlais de gilets jaunes puissance 1000. Alors, je ne sais pas si c'est la puissance exacte que tu avais utilisée, mais tu parlais de gilets jaunes au carré. Oui, on va les avoir et j'ai même l'impression qu'on les aura quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que même si on abandonne cette idée du moteur thermique, mais qu'on
comment dire, on change le mode de chauffage, ce sera lent, les gens auront froid et ils seront pareillement dans la rue parce qu'ils auront aussi froid dans la rue que chez eux, si c'est ça. De la même façon, si on fait une transition alimentaire à marche forcée, là encore, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes avec, comment dire, les gens qui n'accepteront pas de manger ce qu'on leur ordonne de manger. Il y aura des problèmes avec les agriculteurs qui n'accepteront pas d'être une fois de plus sacrifiés. Enfin, réfléchir à des pistes de sortie de crise me paraît extrêmement ardu. Et encore plus difficile me semble la possibilité d'obtenir une forme de consensus politique euh, autour qui ne paraissent pas illégitimes aux yeux des gouvernés. C'est intéressant ce que tu dis parce que par quelques bouts qu'on l'on prenne le problème, si j'ai bien compris ta thèse, nous aurons nécessairement des difficultés graves, notamment économiques et sociales, car on est dans une telle interdépendance entre les pays et une telle dépendance à ce mode de vie industriel que bon, bah, toute transition qui supposerait soit une forme de légère désindustrialisation, soit de transformation industrielle, incluant le chauffage individuel, serait douloureusement vécue. Ça, on est bien d'accord. Et je pense que Après, il faut parfois faire des choix très difficiles et non, mais impopulaires si on est. il Je faudra ne faire plaide des pas pour choix. l'immobilisme. Non, 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 tout le monde a compris que c'était un Ouais. climato-sceptique qui serait très heureux d'atteindre les 6 degrés d'augmentation moyenne de température. Malheureusement, ça n'arrivera pas si je suis climato-sceptique. Donc, Non, mais ça n'arrivera pas à cause de ces salauds de Khmer verts qui vont nous empêcher d'atteindre les 6, oui. Non, plus c'est sérieusement, ça. Moi qui voulais acheter un troisième 4x4 cet hiver, me voilà bien. que 3. Plus sérieusement, ça nous amène à la question, on l'a déjà effleuré d'ailleurs dans d'autres émissions, est-ce que la démocratie est soluble dans la transition énergétique? On se souvient de cette vidéo qui avait fait grand bruit, mais qui était intéressante, d'Aurélien Barraud, avec d'autres d'ailleurs scientifiques, etc., qui affirmaient que la dictature serait inévitable pour faire la transition énergétique. Et c'est vrai que, au regard de tout ce qu'on dit, de la déconnexion des consciences, de l'aspiration médiatico-idéologique qui ressemble à une fuite en avant, que ce soit sur le plan diplomatique ou même sur le plan du moteur thermique. Donc, notre fuite en avant diplomatico-thermique, si je puis dire, euh, nous pose la question de la solubilité, caractère soluble de la démocratie dans ce contexte. Même avec des référendums, puisque c'est souvent l'arme ultime de la revivification démocratique, on voit très bien que là, on touchera tellement à des intérêts matériels, mais même pas des intérêts matériels économiques, mais des conforts matériels tellement ancrés, des habitudes. En fait, c'est surtout ça. Des habitudes que même un référendum, bon, tu peux faire tous les référendums du monde que tu veux, c'est le chauffage qui gagne par rapport au référendum, quoi. De sorte que, et j'ai pas envie de faire effectivement de démagogie de bas étage, parce que bon, pendant ce temps-là, on fonce dans le mur. Donc, ça sert à rien de dire, tant qu'on n'a pas parlé à la vieille dame sur le marché, on n'a pas fait de la vraie politique. Oui, ça c'est mignon comme déclaration. Mais ça me rappelle certains de mes amis très proches, tu vois. Donc, je ne saurais souscrire à ce genre de vision court-termiste. Tas de drôles Euh, de fréquentation. Là, si tu savais, et de réductionnisme de l'art politique. Euh, Peut-être n'a-t-on jamais eu autant besoin que par le passé d'une forme de despotisme éclairé, c'est-à-dire de démocratie légèrement autoritaire. Je ne suis pas pour l'abolition du principe démocratique, bien au contraire, je le défends ardemment, ni pour l'abolition de sa liberté d'expression fondamentale et de son droit de vote. En gros, c'est ça qui quand même définit les démocraties contemporaines. Après, direct, indirect, ça, c'est des modalités pratiques. Mais je pense qu'on en reviendra peut-être à des positions libérales, mais anachroniques pour nous, contemporains. Tu peux penser à Kant ou à Spinoza, pouvant défendre des formes de despotisme éclairé, garantissant la liberté d'expression. Voilà. Ça va être très dur à mettre en place, hein, parce
On est bien On y d'accord est que… déjà. Alors, ça, je ne suis pas certain. Je pense que si tu mets en place un despotisme Enfin, éclairé éclairé, je ne explicite, sais pas, mais on est alors, dans un système garantissant globalement ah, certaines libertés, mais où il n'y a plus réellement de souveraineté populaire. Euh, alors ça c'est discutable. Ça, c'est discutable. En revanche, on parlait par rapport à la solution. Une solution, en gros, enfin, je dis en gros, parce que les gens ont toujours envie de faire dans la spécialité, ce qui est toujours un petit peu chiant. Euh, Si on veut sauver le compromis social-démocrate d'après-guerre qui a remporté un franc succès dans le mode de vie qu'il était, dans le plaisir de vivre qu'il était et dans l'épanouissement démocratique et individuel qu'il permettait, il va peut-être falloir revenir à des formes autoritaires de démocratie, ce qui semble très difficile à mettre en place vu les sociétés, notamment développées, dans lesquelles nous vivons. Voilà. Je me demande si, en vertu de la déconnexion ou de la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure, les solutions politiquement viables seraient acceptées par la population. Je ne sais pas. c'est- tout dépend de la façon dont c'est fait, et si ça s'accompagne d'un, comment dire. Je pense que les populations occidentales ont montré, vis-à-vis des, comment dire, des événements récents de type confinement, une véritable capacité de résilience dès lors qu'elles percevaient que ce qui leur était demandé était justifié et s'appliquait à tout le monde. Parce qu'à la base de ça, il y a une passion pour l'égalitarisme. Et je n'oublie pas que il y a quelques mois, si un Premier ministre anglais a été forcé de démissionner, c'est principalement parce que, alors que le pays était sous cloche, lui allait faire la bringue. On considère très souvent que cette passion de l'égalitarisme est typiquement française. En réalité, elle traverse l'ensemble à des degrés divers et comment dire, avec des manifestations concrètes diverses, l'ensemble du monde occidental. Et je pense que cette capacité de résilience qu'ont montré les populations des pays confinés très largement, à partir dès lors qu'ils acceptent que c'est juste, que c'est équitablement réparti, voire même égalitairement réparti, et que c'est pour une bonne cause, ils sont beaucoup plus enclins à l'accepter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au-delà du despotisme, il y a un facteur de réalité. Les gens peuvent tout à fait comprendre si, au bout d'un moment, on leur dit, écoutez, ça, c'est pas qu'on veut pas vous le donner, c'est qu'il n'y en a plus. Et ça, bon, au bout d'un Tu as moment, c'est réussi à même me pas la peine. ressortir Je du veux dire, grand-mère. il y a des pays parfaitement démocrates où la démocratie se passe même, comment dire, sans heurts, et qui sont malgré tout traversées par des graves pénuries, des graves crises énergétiques ou alimentaires ou économiques, et où malgré tout, alors ils ne sont pas forcément nombreux et pas très médiatisés, c'est souvent des petits pays de l'hémisphère sud, mais où tout le monde n'est pas riche et prospère, et où malgré tout, il y a des processus démocratiques avec des dirigeants qui, lorsqu'ils sont battus, quittent le pouvoir. Voilà, donc qu'il y ait comment dire, un abandon de la démocratie, pour moi, ce n'est pas une… Comment dire? Alors, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais je pense qu'il est probable que le recul des libertés et des droits et du champ d'application de la démocratie arrive sous prétexte écologique. Je ne suis pas sûr que l'écologie soit là-dedans autre chose qu'un prétexte opportunément saisi à ce moment-là. Et je pense qu'il est parfaitement possible, comment dire, de vivre cette période douloureuse énergétiquement et économiquement, tout en conservant, en dépit de restrictions et ou de privations, les bases qui s'effritent déjà dangereusement de ce que tu as appelé une démocratie sociale. Alors, l'écologie comme prétexte opportuniste pour réduire de toujours plus le champ de l'application démocratique, pourquoi pas? Après, m'accorderas que des prétextes pour ça, il y en a un nombre infini.
Oui, Bon, mais il celui-ci est faut toujours… particulièrement capable de faire avaler Oui, la pilule. parce qu'il joue sur l'idée même de survie et de confort, etc. Bon. C'est le chantage à la fin du monde, c'est grosso Le modo. chantage à la fin du monde. Donc, de la même manière qu'il y a un chantage à la fin du mois. Si on prend la passion de l'égalitarisme des deux côtés, Tout à fait. on peut se faire un ping-pong de mauvaise foi. Tout à fait. Mais il y a aussi un Ah, chantage à la fin du mois qui est régulièrement effectué, bien sûr. non, mais Raphaël, quand il n'y a plus le temps pour parler, il n'y a plus le temps pour parler. Tu m'as D'accord. Bah ressorti oui, l'argument de la il y a démagogie. le fin du Non, mais monde à tu la m'as fin de ressorti ta l'heure. Et il est grand-mère. 59. Voilà, et tu m'as ressorti le poissonnier, quoi. Voilà, bien. La politique à horizon de marché. Bon, ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais alors, pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même. Si on est attaché à la démocratie et qu'en même temps on voit les difficultés de la transition énergétique, ou parce que ça touche tout le monde, ce sera aussi des débats de mauvaise foi contre mauvaise foi, euh, la question d'une transformation légitime, paradoxalement légitime, de démocratie en démocratie autoritaire, comme des démocraties de guerre, hein, se posera. Parce qu'en fait, le vrai modèle, on a vu avec le confinement, qu'est-ce qu'on maîtrise? On maîtrise le confinement et l'économie de guerre, le rationnement. Ça, on sait faire. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'une manière, j'allais dire un tant soit peu joyeuse, les moyens politiques dont nous disposons concrètement? Voilà. Il y a peut-être des manières d'aménager des économies de guerre, ça veut dire aussi des pratiques un peu autoritaires, hein, du pouvoir quand même. Voilà, tu le disais tout à l'heure, ça ne va pas passer ce qu'on nous ordonne de quoi manger. Si au bout d'un moment on veut que les gens mangent des légumes de saison et qu'on arrête les intrants chimiques et comment dirais-je, l'avalanche de produits chimiques dans l'agriculture, dont je rappelle que l'été en France, c'est 80% de la consommation d'eau potable, il faut quand même à ce moment-là imposer des règles. Ah Et mais non, non, mais qui dit imposer des règles, dit imposer des règles le plus démocratique possible, mais si on voit que ça ne marche pas, dans l'intérêt général, parce que ce qui est paradoxal avec l'écologie, c'est que là, il y a un intérêt général concret, hein, et mondial même. ouais, Bon, un intérêt de l'espèce dont dépendent les autres espèces. Bien. ouais. Bon, écoute, moi, je ne serais pas choqué, mais alors, ça n'engage que moi, mais je le dis publiquement, je ne serais pas choqué que il y ait une suspension des pouvoirs locaux au profit d'une recentralisation. En France, c'est la forme du préfet. En Turquie, c'est la forme du préfet. En Allemagne, ce serait la… En Allemagne, il n'y a pas. Mais voilà, on inventerait des préfets en Allemagne, des Gauleiter. Et on pratiquerait ce qui nous semblait évident dans les années 60 reviendrait au goût du jour, mais nous semblerait éphémère, transitoire, uniquement justifié par la transition. Voilà. Oui, après, pour aller Pour plus préserver la loin, démocratie, hein. oui, oui, mais pour aller plus loin, comment dire, ce genre de politique ne peut évidemment avoir d'effet que si elle est pratiquée par à peu près tout le monde. Et Est-il un retour des empires? comment dire, C'est une bonne question. le grand fantasme du nouvel ordre mondial, théorie complotiste bien Mais connue, non, mais et ça s'affiche en gros. Le fantasme d'un gouvernement mondial pour le bien de l'humanité et sauver la planète est quelque chose d'assez présent. Je pense personnellement qu'on en est très loin, mais voilà. Et avant d'en arriver là, je pense qu'il n'est pas à exclure d'avoir des tensions géopolitiques entre pays limitrophes qui ne soient pas les uns les autres aussi bons élèves vis-à-vis de ces nouveaux critères, avec un fort ressentiment du peuple qui va se serrer la ceinture et faire des gros sacrifices au nom de la transition énergétique et écologique, et qui voit de l'autre côté de la frontière le pays voisin qui, lui, n'en est pas du tout là et continue abondamment à avoir un mode de vie, et une montée des tensions sur ce sujet-là. Ça, non, je mais ne l'exclus pas du tout. excuse-moi, j'entends bien, et évidemment qu'on est dans le cœur de la difficulté, mais la question du retour des empires est faussement naïve. Parce que si tu veux des régimes autoritaires respectant la liberté d'expression, dont l'ampleur géographique permet un impact climatique réel, historiquement, c'est une forme impériale, hein, dont je rappelle qu'elle était souvent parfois plus libératrice que les pouvoirs coutumiers locaux empêtrés dans leurs habitudes ignorantes.
Oui, bien sûr. Donc, voilà. Après, Alors, ne faut-il pas donner plus que l'Ukraine, la Pologne à Vladimir Poutine? ah ben allons-y. Et puis les pays baltes, et puis une grande frite et un coca, pourquoi pas. Mais je pense pas que. Rouvre les McDo. Voilà, ben, les McDo ont changé de nom. Ils s'appellent plus McDonald's en Russie depuis que la licence s'est retirée. Mais visiblement, les magasins continuent enfin, les restaurants continuent à tourner et servent à peu près la même chose. Mais bon, Du salade au poulet, s'il vous plaît. c'est ça, voilà. La pomme de terre, je crois qu'ils savent faire en Russie. Oh, et voilà. Après la grand-mère, la pomme de terre. Non. Voilà, c'est ça. Euh, non, mais sérieusement, cela ne te rendrait-il pas favorable à une sorte d'empire européen? Non, mais vu la gravité du problème, sérieusement. Hmm, Un empire européen démocratique, enfin fonctionnant par élection, référendum, aux pratiques un petit peu autoritaires. Alors tu me diras que sur l'autoritarisme, ils sont déjà rodés, mais voilà. Pourquoi européen? bah, pour avoir un empire, si on parle du pays, puisqu'on se situe beaucoup en Europe, bon, bah, voilà un ensemble géographique relativement cohérent, dont les besoins économiques sont à peu près, bon, bah, c'est des pays industrialisés, donc voilà. Pourquoi se limiter à l'Europe, hein, j'ai envie de dire, parce que si l'Europe fait sa transition pendant que la Chine continue à consommer plus que tout le monde, ça va pas du tout changer quoi que ce soit. Mais il faut Comment bien dire, commencer. pardon? Il faut bien commencer. Il faut bien commencer, oui. T'attends que les Chinois soient d'accord avec toi, tu arrives à 4 degrés. On est d'accord. Oui, et puis si tu le fais et que les Chinois ne le font pas, tu arrives quand même à 4 degrés, et puis en plus, tu es à poil. Donc Et je toi-même, peux tu te es dire traversé que par quand des tu es à 4 degrés, contradictions. mieux vaut avoir une bonne doudoune made in China, quoi. Donc toi-même, tu es traversé par ces contradictions. Tu reconnais l'urgence du problème et en même temps, si les autres ne le font pas, pourquoi le ferais-je? Ah, mais c'est ça, c'est Tu un vois peu. la logique infernale. Mais c'est complètement infernal. Là, on est vraiment dans une. Comment dire, on est dans une forme de cul-de-sac parce que le premier qui va le faire va perdre. Et pourtant, il faut le faire. Et pourtant, il faut le faire. Mais Bon, bah, c'est le moment de choisir. ah Tu bah parlais de classisme, c'est le moment de choisir. évidemment, c'est le moment de choisir, mais on a vu par exemple l'exemple typique du Sri Lanka qui est en proie actuellement à des très 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 grands troubles parce qu'il a décrété de manière unilatérale un passage de son agriculture au quasi tout bio. Ce qui a entraîné une vague de famine sans précédent dans le pays. Ils ont été à peu près les premiers, les premiers à le faire. Ils en ont payé lourdement les pots cassés. Alors peut-être que ça a mal été fait, je ne suis pas rentré dans le détail de la politique agricole sri-lankaise, etc. Mais généralement, les premiers à faire quelque chose s'en sortent très mal, surtout dans un contexte comme le contexte actuel. Oui, mais il faut penser un petit peu au-delà, surtout dans le cadre d'une émission comme la nôtre, puisque bon, euh, voilà, les deux questions, c'était la démocratie est-elle solide dans la transition énergétique? C'est difficile, mais peut-être que des pratiques autoritaires, peut-être que des démocraties illibérales, mais pas au sens d'Orban, hein, pas la référence à la famille traditionnelle dans la Constitution. Parce que ça change. Mais enfin, je veux dire, je Non, pense non, mais je pense qu'il y a beaucoup de formes d'illibéralisme et que ce serait oui. un peu faire beaucoup d'honneur à Orban de donner le monopole Non, à. non, mais pour donner une référence, puisque ça parle aux gens, Oui, bon, ça change rien sur le plan de la transition énergétique. Bon, c'est juste un trait de plus. strictement rien. Et de la même manière, peut-être qu'on va en revenir à une forme d'âge des empires, après avoir vu la fin des empires, l'émergence, le triomphe des nations. Et je connais des personnes éminentes qui ont dit que la nation était souvent le refuge de la liberté contre l'empire, ce qui était très juste. Mais euh, tous les souverainistes du monde, il y en a beaucoup dans le monde des souverainistes au sens large, euh, sont invités à se poser cette question de la pertinence de l'échelle nationale pour une action aussi importante que la transition écologique. Parce que de même que le premier qui Alors en tire a Europe, on ne le perdu, saura de jamais dans la même, mesure où les nations ont été petit à petit dissoutes dans l'Union européenne. Peut-être auraient-elles pu faire quand elles en avaient le pouvoir. Là, maintenant, elles ne l'ont plus. Donc, on ne saura jamais. oui, qu'on soit qu'une nation seule,
C'est Une nation seule facile aura pour du les mal. souverainistes de te répondre que quoi qu'il arrive, ils auraient eu raison alors que rien ne tendrait à l'attester. Je pense Non, mais qu'ils se il, sont il- privés d'un certain nombre de leviers. non, mais il semble clair une chose semble claire, pardon, c'est que l'action nationale, notamment pour des nations de petite taille, ne suffit pas pour régler le problème. Voilà, donc il faut forcément une action coordonnée au niveau international. D'où ce que je te disais sous forme provocatrice, mais le lien entre les deux questions sous la forme d'un gouvernement pas si bête, hein. Parce que si tu veux des échelles d'action politique pertinentes pour la crise écologique, autoritaire, donc efficace, et en même temps garantissant une forme de liberté d'expression, on est plutôt dans des logiques impériales, historiquement. Et voilà. Voire même dans une logique mondiale. Et c'est précisément à Oui, ce enfin, moment où l'ONU n'a jamais été si inexistante. Je dis ça parce qu'il y avait les discours à l'ONU là, la semaine dernière. L'ONU est absolument inexistante. La dernière fois qu'on a vraiment entendu parler de l'ONU, en tout cas nous en France, et ça va faire 20 ans, début 2003 avec la guerre en Irak. Aujourd'hui, l'ONU, bon, il y a eu des choses depuis un petit peu, mais l'ONU est particulièrement inexistante. Pourtant, s'il y a une instance qui pourrait tenter de prendre une forme elle tente. Elle de tente. leadership sur ce sujet, c'est bien l'ONU. Mais ils Euh, tentent, Raphaël. Ils n'arrêtent hmm, pas de tenter. Enfin, ils produisent du matin au soir de la littérature oui, oui, écologique. mais personne, enfin, ils parlent dans le Ah oui, vide. mais Enfin, c'est. qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils dépendent des États. Gutiérrez, il est sympathique. Enfin, je veux dire, il Hmm, fait ce qu'il peut. oui, mais tout le monde leur marche D'ailleurs, dessus. il a un bilan carbone qui est très mauvais, hein, parce que New York, Moscou. Bon, pardon, mais Oui, après, bon, on peut parfois, je veux dire, s'il le fait pour sensibiliser en permanence, s'il fait le tour du monde en jet pour faire des conférences sur le climat, on peut dire que comment dire, c'est un investissement carbone en vue d'une réduction future, si jamais c'était suivi des faits. Mais bon, un exemple sérieux pour revenir quand même au fil de notre débat. voilà, et on Euh, conclura là-dessus, je pense. Ça aurait été intéressant de s'allier avec la Russie réellement sur cette question-là. Hmm. Parce que d'un côté, on avait un empire autoritaire, hein, ça on ne peut pas le nier. De l'autre côté, on avait des pays européens et un conglomérat eurasien de transition énergétique avait une certaine forme d'autosuffisance qui pouvait le protéger d'être le premier à tirer tout en étant le premier à perdre, Hmm. vois-tu. Et là, c'est le paradoxe, peut-être que cette question des sanctions russes nous pénalise sur le plan de l'énergie, mais peut-être qu'elle nous pénalise d'autant plus sur le plan de la transition énergétique. Bah, Parce qu'il y a une masse critique qui était pas mal, et bah là, pour le coup, tu avais industrie, savoir et énergie qui permettaient de, y compris, tu parles de leadership mondial, si un système eurasiatique avait vraiment engagé une grosse transition énergétique, là, ça avait de l'impact au niveau mondial. Là, il y avait un Bon, grand impact, évidemment. Ça aurait été une forme de locomotive pour le reste du monde, de locomotive non polluante, bien sûr, hein, mais ça aurait qui été. toujours été Spartak. Mais Oui, voilà, bon, non, bon, je voilà, préfère le le, locomotive. CSK aussi est très bien, mais tout le monde voit ce que je veux dire, quoi. Ça aurait été une forme de moteur vert pour la planète. Voilà, Une sacrée Dynamo Kiev, pardon, non, c'est on n'a pas le ça, droit de voilà. déconner comme ça. Bon. Allez, Pas de prise de position sur Kiev. non, absolument pas. Voilà, Absolument pas. Bien, le foot, l'outil de réconciliation des peuples. exactement. Nous le verrons au Euh, Qatar dans un mois et demi. C'est eh bien, bah, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon de ces sujets. J'espère que malgré l'ampleur du sujet, nous avons pu être clairs et et que le pas trop fil déprimant. n'est pas trop déprimant, mais je pense qu'on avait quand même une certaine. On a tenté des esquisses Oui, et puis de tu avais réflexion. préparé quelques blagues qui ont bien marché. Voilà. Et toi aussi d'ailleurs. Et bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée dans ces temps de crise et je renouvelle mon appel à penser avec panache, seul remède véritablement efficace, notamment via l'administration quotidienne de nos émissions. Voilà. Passez une excellente soirée. Bah, merci beaucoup de cette conclusion. Et puis, bah, je ne peux qu'ajouter que moi aussi, je vous souhaite une excellente journée et puis ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ainsi qu'à toi, Gabriel, que je remercie pour tes interventions toujours cristallines. Eh bien, écoute, tu as été un évian de fraîcheur. Voilà.
Merci. Allez, Et abonnez-vous. avec panache.